Bonjour à toutes et à tous. Je n'avais jamais imaginé que je pourrais un jour devenir franc-maçon. Tout ce que je connaissais de la franc-maçonnerie, ou croyais en connaître, se bornait plus ou moins à ce que chacun de nous en savons, croyons savoir ou à l'idée que nous en avons. Une idée de pensée, une société de pensée, certes, sans doute ancienne, mais qui de nos jours ne regroupe sans doute pour la plupart que les affairistes et des politiques, y rentrant plus par intérêt que par conviction. Un groupe d'hommes, de femmes, de sensibilité certainement plutôt de gauche, souvent anticléricales et fervents porte-étendards de la laïcité, et qui permettaient sans doute à quelques magazines à grand tirage de la presse à scandale de faire leurs gros titres de l'été à grands coups de sensationnels du genre « Comment les francs-maçons dirigent la France » et autres inepties. Une association où ne rentrent que, bien sûr, des avocats, des magistrats, des médecins, des hommes et des femmes d'affaires ou des politiciens, à condition bien sûr d'être parrainés, introduits ou de connaître la bonne personne. Une institution, bien sûr, qui permettrait aux complotistes du monde entier, en mal de sensations fortes et d'histoires à scandale, de perpétrer sur YouTube le mythe engendré dans le passé de l'abbé Baruel ou de Léo Taxil, du franc-maçon ouvrant ses travaux à la gloire de Lucifer, abusant de jeunes vierges et égorgeant de petits enfants autour de symboles occultes et sataniques. En bref, pas vraiment une bonne première impression, et en tous les cas, rien qui vous pousserait à rejoindre ces rangs par l'idée qu'elle puisse être la noble institution qu'elle est pourtant, à la condition bien sûr que l'on frappe à la bonne porte de l'un de ces nombreux temples. Et puis il y a quelques années maintenant, à l'aube de mes 40 ans, la deuxième moitié de ma vie se profilant, l'idée se présenta à moi, non pas en premier lieu, car mon impression initiale à son sujet m'aurait sans doute rebuté, mais par des chemins détournés. Parfois le hasard fait bien les choses, ou bien est-ce le destin ? On dit de l'un et de l'autre qu'il n'existe pas. Personnellement, je crois que c'est vrai. J'ai toujours eu un faible et une attirance pour le Moyen-Âge, ces romans courtois, de dames, d'enchanteurs, de chevaliers. Après les incontournables chrétiens de Troie, Lancelot du Lac, Perceval et autres Merlin, mon goût du merveilleux s'était bien naturellement porté sur tout ce qui touchait de près ou de loin à l'idéal chevaleresque. Hobbit, Seigneur des Anneaux et autres romans templiers bien sûr. Les Templiers. Cet ordre des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon qui, créé en 1120 par Hugues de Pint et Godefroy de Saint-Omer, avait pour mission de protéger les pèlerins en se rendant sur le lieu où avait péri le Christ. Cet ordre, au début difficile, mais qui était devenu le plus puissant des ordres de moines chevaliers de ce haut Moyen-Âge, célèbre par son beau séant et sa croix rouge, qui avait vu sa fin tragique le vendredi 13 octobre 1307 par l'arrestation édictée par le roi de France Philippe IV le Bel et le pape Clément V, puis la crémation de son dernier grand maître Jacques de Molay, le 18 mars 1314, en compagnie de quelques autres, rendu célèbre par Maurice Druon dans son roman Les Droits maudits, et par la phrase qu'il aurait prononcée avant que les flammes n'aient raison de lui. « Vous serez tous maudits jusqu'à la 13e génération. » Les Templiers. Le mot était jeté. Avec lui, toute la cohorte de merveilleux qui lui était associée, bien sûr, Trésor de Gisors et autres mythes de Rennes-le-Château, bien sûr, et tout le reste. C'est ainsi que je démarrais mes premières recherches d'une société initiatique et chevaleresque dans ce monde désillusionné du XXIe siècle, où rares sont ceux d'entre nous qui entreprennent encore une quête de sens.
Simplement peut-être d'ailleurs parce que rares sont ceux qui finalement, sans doute, croient que cette existence dans cette époque a vraiment un sens. Et bien sûr, c'était cela. C'était de cela dont j'avais envie, d'une société moderne et ancrée dans son temps, mais qui aurait des valeurs chevaleresques à m'enseigner et qui me permettrait de vivre l'initiation et aussi de travailler sur la compréhension de l'ésotérisme chrétien qui était la base de ce qu'on m'avait enseigné depuis mes plus tendres années. C'est de la sorte que, comme tout bon cherchant qui se respecte, je démarrais mes recherches sur le net pour essayer de dénicher les associations qui me proposeraient ce Graal dont j'avais tant rêvé et qui me faisait tant envie. Après avoir écumé toutes les pseudo-associations qui se revendiquaient de descendance et de tradition templière, vraies et fausses sectes pour la plupart, et ayant évacué du pareil et du panel quelques sociétés paramaçonniques ou micro-obédiences de stricte observance, à force d'affinage de mes recherches, je tombais nez à nez avec le rite écossais rectifié. Régime écossais rectifié, comme on l'appelle également. Un rite, un régime maçonnique qui proposait une initiation maçonnique puis un parcours chevaleresque dans son ordre intérieur. Et si finalement c'était d'initiation maçonnique dont j'avais besoin? Une fois encore, en bon cherchant, j'essayais de me documenter en lisant à peu près tout ce qui pouvait me tromper sous la main à propos de franc-maçonnerie. Je lus bien sûr l'incontournable La franc-maçonnerie pour les nuls, plutôt bien fait, assez exhaustif et efficace dans la démystification du sujet pour le profane que j'étais. Il était important que je comprenne, au-delà de ce fameux rite écossais rectifié, ce qu'était la franc-maçonnerie, et elle-même, ainsi que le panorama des autres rites et les autres traditions proposées. Parce que, tant qu'à faire de choisir d'y rentrer, autant faire le bon choix. Et je lus également le très instructif petit Que sais-je sur le rite écossais rectifié, écrit par Roger Daché, le bien connu historien de la franc-maçonnerie, faisant unanimement autorité en la matière. Et puis j'acquis un très bon bouquin romanesque, mais sur base historique, de Roger Daché et Alain Bauer, l'ancien grand maître du Grand Orient de France, intitulé Le Convent de Sceaux, et qui, sur fond de meurtre et d'enquête, raconte comment Jean-Baptiste Villermoz, l'ordonnateur principal du régime écossais rectifié, débarrassa vite ce dernier de sa dimension templière qu'il avait héritée de la stricte observance du baron von Hunt. Avide de connaître plus la maçonnerie, je me mis à écouter aussi les podcasts sur Internet. Tout ce qui tombait sous la main, je le lisais ou je l'écoutais. Le podcast, le fameux, nommé le Logecast, qui m'apporta beaucoup d'informations sur le sujet et également sur ce que je souhaitais ne surtout pas découvrir dans la franc-maçonnerie, me permettant une nouvelle fois de mieux orienter mes choix. Comme le dit Villermoz dans sa lettre à un candidat, que je suis sûr vous lirez si jamais vous décidez un jour d'emprunter cette belle voie qu'est le rite écossais rectifié, cette curiosité qui fut la mienne dans ma période de recherche me permit de chercher le noyau, alors que d'autres se contentent de rester au niveau de l'écorce. Mes échanges également sur les forums maçonniques entre maçons et profanes, et parmi eux bien sûr le forum de l'Aqueduc, administré par le maçon également initiateur du Logecast, me confortèrent dans l'idée que la qualité se trouvait sans doute aux antipodes du nombre, et qu'il me fallait rechercher une obédience de taille humaine, fidèle à la tradition, et qui ne sacrifie surtout pas au besoin de faire du nombre la qualité de ses enseignements. Et surtout, qui fasse de la maçonnerie et pas de la politique. Exit donc les grosses obédiences, Grand Orient, droit humain, Grande Loge de France, trop exclusives au rite écossais rectifié, au rite écossais ancien accepté,
Existe aussi la Grande Loge nationale française qui, malgré qu'elle soit la seule officielle reconnue par la Loge unie d'Angleterre, était unanimement dépeinte comme affaiblie par les réseaux affairistes qui la gangrénaient dans tous les échanges que j'avais pu avoir ou entendre sur mes sources internet. C'est ainsi donc que je fus convaincu que le rite écossais rectifié était, avec son ordre intérieur et sa dimension chevaleresque, la réponse à ma quête. Je décidai donc de contacter 2 obédiences spécialisées dans ce rite, la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra et le Grand Prieuré des Gaules, Grande Loge réunie et rectifiée de France. Quelques contacts téléphoniques plus tard, la maçonnerie, avant tout, est une histoire d'hommes et de fraternité. Je décidai de poser ma candidature pour intégrer une loge de l'une de ces 2 obédiences. L'histoire ne vous racontera pas laquelle, mais je suis sûr que vous chercherez, et en tant que cherchant, saurez trouver les réponses à vos questions. Souvenez-vous que la qualité, souvent, est aux antipodes du nombre, et que c'est là que la lumière se trouve. Je vous souhaite une belle recherche, et je suis sûr un jour que nos chemins nous rencontreront. À bientôt.